13h, 14h. Les réussites de la diversité. Mohamed Marouf, Khalid Girari sur Beurre FM. Les réussites de la diversité aujourd'hui sur Beurre FM avec comme invité un suppléant d'une députée, en l'occurrence Yanis Khalifa, puisqu'il est suppléant sur la 4e circonscription de Seine-Maritime. C'est un jeune qui arrive dans la politique, un jeune engagé avec un nouveau profil, puisque aujourd'hui nous sommes quand même fiers ici à Beurre FM de parler de diversité, de parler de la France d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la France ensemble, du coexister. Enfin, tous ces verbes aujourd'hui, on peut les conjuguer avec nos invités. Et quand même, mon cher Khalid, c'est avec un grand plaisir qu'on va le saluer. Yanis, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour Khalid. Bonjour Yanis. Merci d'avoir accepté l'invitation de Beurre FM. Merci à vous, tout l'honneur est pour moi. Peut-être que dans la circonscription, les gens vous connaissent, mais nous, on vous découvre à travers le média, donc on va faire une présentation un petit peu de l'homme citoyen, mais également de l'homme politique. Très bien. Alors moi je suis donc Yanis, tu l'as rappelé, je suis originaire d'Elbeuf, donc j'y suis né, j'y ai grandi, voilà près de 30 ans. C'est un Elbeuvien là, Elbeuvien, pur souche, je sais pas comment expression. Pur jus. Donc j'ai fait de la maternelle jusqu'au lycée à Elbeuf. Voilà. Ouais. Je suis ensuite parti à Caen pour mes études supérieures après le bac, que j'ai étudié donc l'ingénierie informatique. Avant d'entreprendre, donc j'ai créé une petite société dans le numérique et de reprendre des études ensuite d'école de commerce pour faire du management public, donc axé sur le développement économique et territorial. Alors justement, tiens, puisque tu m'as parlé un petit peu de ce parcours dans une ville, on va dire socialement sinistrée quand même, puisque Elbeuf, on la connaît quand même aussi en partie pour la pauvreté de sa population. Quand on a affaire à ces populations qui sont, je dirais, quasiment exclues, et comment on devient un militant engagé? Comment on peut avoir des certitudes quand on veut faire de la politique? Alors, eh bien, Elbeuf est une ville en difficulté sociale, que nous avons des profils qui sont en difficulté sur tous les plans. On peut parler du chômage, on peut parler de difficultés d'insertion de manière plus large, mais c'est aussi paradoxalement une ville où il y a un vrai sens de l'engagement. Il y a une très longue tradition d'engagement associatif portée par divers acteurs et moi j'ai baigné dedans très jeune. Donc on peut parler de la MJC d'Elbeuf, que j'ai fréquenté tout petit, où j'ai eu mes premiers engagements, puisque j'ai notamment cofondé avec, pour ceux qui connaissent Nathalie de la MJC, le club CNRS Sciences et Citoyens, qui avait pour objectif de mettre en rapport les jeunes et le milieu de la recherche. J'ai cofondé aussi très jeune avec mes meilleurs amis une association qui s'appelait Solidaction, et qui existe toujours d'ailleurs, qui avait pour projet initial d'aider à la reconstruction d'une école à Madagascar. Voilà, donc j'avais à l'époque 16 ans, si je ne me trompe pas. Et donc on a porté ce projet en lien avec Électriciens sans frontières, la MJC d'Elbeuf et Anime Elbeuf, donc dans le but de reconstruire cette école qui avait été balayée par des intempéries en 2006. C'était donc un premier engagement fort. D'ailleurs, on avait un statut particulier puisqu'on était tous mineurs. C'était une junior association, la première de Haute-Normandie à l'époque où on avait les deux Normandies, maintenant réunies. Et donc, c'est parce que j'ai baigné dans ce milieu et parce que Elbeuf a cette tradition d'engagement associatif que j'ai aussi, sans doute, que je suis passé par ce chemin. Voilà. Mais est-ce que tu as été influencé par un entourage, des parents, des frères, des sœurs pour justement faire ce genre d'action humanitaire ou sociale? Alors, j'ai une mère qui est engagée dans l'associatif aussi. J'ai un père qui est féru de mathématiques et qui donc donnait un peu de son temps pour donner des cours de maths. Donc des jeunes pour le brevet, pour le bac. D'ailleurs, ça se faisait la MJC d'Elbeuf qui mettait à disposition ses locaux. Donc j'ai un peu baigné aussi dans ce milieu familial, effectivement, où il y a un petit engagement, voilà, c'est vrai. Tu vois, maintenant, Khalid, avec les explications que Yanis vient de me donner, j'arrive justement donc à cette étude de profil. Bon, je pense que l'enfance, tu ne dois pas tellement t'en rappeler. Un petit rappel, combien vous êtes d'enfants à la maison? Est-ce qu'il y a des plus grands que toi? Est-ce qu'il y a des plus jeunes? Ensuite, comment ça se passait à l'école? Est-ce que tu étais chef, on va dire, de groupe ou bien... Ou délégué? Ou délégué, je ne sais pas. C'est tout ce qu'on a envie de connaître sur cette partie enfance, avant d'arriver effectivement à cet engagement relativement jeune d'ailleurs. Alors, je suis l'aîné de ma famille. Une famille, on est 3 frères et sœurs, donc je suis l'aîné, ma sœur arrive ensuite, et enfin un petit frère. Donc on est tous passés par l'école publique, maternelle Jacques Prévert, ceux qui connaissent dans le quartier Blain, l'école Condorcet, toujours quartier Blain, le collège de Montvalot qui n'existe plus aujourd'hui, donc qui a été détruit et on a reconstruit le collège Mandela quelque part, et lycée Ferdinand Buisson, sauf mon petit frère qui est passé par l'école privée, donc Fénelon. C'était un choix de mes parents parce que ma soeur et moi on était plus ou moins de la même époque, mon frère un peu plus jeune que nous,
Donc il ne voulait pas qu'ils soient isolés. Ou se retrouver dans une case où il y a une forte population, je dirais, ethnique et dans laquelle il n'y a pas réellement de mélange, tout simplement. Alors, le sujet surtout, c'est qu'à l'époque du collège du Montvalot, il y avait quelques sujets sur la question de la sécurité. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a été démoli, c'est aussi pour rebâtir une nouvelle réputation, mettre aussi des locaux qui soient plus en phase aussi avec les besoins en termes d'équipement pour les professeurs, parce que c'était quand même assez difficile d'enseigner pour un professeur au collège du Montvalot. Et j'en profite d'ailleurs pour louer des professeurs qui ont beaucoup inspiré mon chemin, sans lesquels sans doute je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont fait le choix délibéré de rester en zone d'éducation prioritaire, par choix et par engagement. Et je pense qu'on peut leur être collectivement reconnaissant. Et comment on arrive à travailler quand on se retrouve comme ça dans des zones d'éducation prioritaire? Comment on arrive à se concentrer sur ses études, surtout quand on est au collège, parce que généralement c'est un petit peu, passe-moi l'expression Yannis, c'est l'âge bête, où on a envie de déconner, on a envie de se découvrir, etc. Comment on peut se concentrer sur les études, qui sont celles du collège, donc c'est des études secondaires pour l'instant? Moi je suis extrêmement fier d'être passé par une zone d'éducation prioritaire. C'est extrêmement enrichissant personnellement et je pense que ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. 2 ingrédients peut-être pour expliquer tout ça. La première, je l'ai un peu évoqué, ce sont les professeurs. Donc il y a des professeurs quand même très engagés à qui je renouvelle mon hommage encore une fois. Et il y a aussi surtout les parents. Quand je regarde autour de moi, que je vois les gens qui viennent d'Elbeuf et qui ont réussi, souvent ça tient beaucoup aux parents, au rôle qu'ils jouent auprès de leurs enfants. Donc des fois ce sont des parents qui ne savent pas lire, pas écrire. Ce n'est pas le cas de mes parents qui étaient lettrés et éduqués. Mais les parents même qui ne savent pas lire, pas écrire, ont su donner à leurs enfants la priorité pour les études. Alors moi j'étais plutôt bon élève, j'avais des parents qui avaient la chance de pouvoir m'aider à la maison. Mon père c'était plutôt les maths, ma mère plutôt le français, on va dire ça comme ça. C'est bien. Mais je sais que voilà, ils ont été un soutien pour moi et qu'ils ont beaucoup apporté à la personne que je suis aujourd'hui. Et que les professeurs que j'ai pu rencontrer, qui étaient des belles rencontres pour moi, ont aussi apporté un complément indispensable à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de réussite justement dans ce collège? Parce qu'on donne toujours des étiquettes, oui, c'est des collèges sensibles, etc. Taux d'échec élevé et tout. Ta promotion, est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était intéressante aussi? Mais figurez-vous qu'il y a plus de réussite qu'on l'imaginerait à Elbeuf. Ce sont souvent des gens méconnus, des gens qui ne sont pas forcément exposés médiatiquement, pas forcément mis en valeur, mais il y en a quand même. Ce sont des gens de ma génération. Après, pour être honnête avec vous, vous parlez de promotion. Entre la 6e et la 3e déjà, j'ai pas eu tout à fait la même classe. D'accord. Alors il se trouve que j'ai fait du latin et du grec. Ah oui. Donc forcément ça crée des classes où on a un filtre, on va dire, entre guillemets. Une forme de classe élitiste, entre guillemets. Oui, quand on fait déjà du latin et du grec, Khalid... Souvent c'était les bons élèves qui faisaient grec et latin. C'était un choix tactique de mes parents. Mes parents avaient cette intelligence de la compréhension du système éducatif. Ma mère était dans l'enseignement, donc forcément elle connaissait un peu les rouages. Et donc elle savait qu'en me mettant dans une classe de latin puis de grec, elle me donnait plus de chances de réussir. D'ailleurs ça peut être l'objet d'une critique du système, on peut se dire voilà. Et entre le collège et le lycée. Donc moi je suis arrivé du collège du Montvalot au lycée Ferdinand Buisson. J'ai fait donc un parcours scientifique. Là-bas par contre, quand on passe justement ce cap du collège, on arrive au lycée, le changement est brutal, puisqu'on l'a tous vécu, quand on arrive de la 3e à la seconde, on découvre autre chose, quoi. Bien plus brutal que je ne l'aurais imaginé. Ouais. J'étais plutôt bon élève au collège, j'étais pas un mauvais élève au lycée, mais il y a eu quand même un gap, donc j'ai dû plus travailler au lycée qu'au collège. Et je me suis rendu compte aussi de là d'où je venais, le collège de Montvalot. La prise de conscience, parce que ces 16-17 ans-là... Mais oui, bien sûr. Quand on arrive au lycée en S, eh bien, on est dans une classe où il y a très peu de gens qui viennent du même collège que vous. Beaucoup de gens viennent de la campagne un peu éloignée, donc font jusqu'à 45 minutes de car pour venir au lycée. C'est pas tout à fait la même population. Et je peux vous raconter peut-être une anecdote. On est là pour voilà, il faudrait un petit peu égayer aussi cette émission et permettre à nos auditeurs de découvrir qui est Yannis. Eh bien, mon premier TP de physique-chimie au lycée. Donc j'arrive en travaux pratiques de chimie. J'étais à côté de mon meilleur ami, qui se reconnaîtra sûrement, parce que c'est le même depuis le collège. Et donc, à ces travaux pratiques, on voit les élèves qui sont en train de manipuler des choses. Puis je dis à mon ami, écoute Salam, on n'a pas dû entendre la consigne puisque les élèves sont en train de faire des choses, on n'a pas dû entendre ce qu'il faut faire. Je lève la main, je dis monsieur excusez-nous, on n'a pas dû bien vous écouter mais on n'a pas entendu la consigne. Il dit mais il y a une feuille sur votre table, vous n'avez pas lu. On lit la feuille et on éclate de rire.
Pourquoi ? La feuille, c'était un protocole expérimental. Donc en gros, on devait manipuler des produits chimiques et des ustensiles qu'on ne voyait que dans les films pour faire des mélanges. Et nous, en fait, ça nous a fait rire parce qu'on se dit, on n'a jamais fait ça. On dit, monsieur, nous, on ne sait pas faire ça. Il nous dit, de quel collège vous venez ? Collège du Mont-Valo. Et là, il dit, ah. Et donc il comprend pourquoi est-ce qu'on n'a jamais manipulé, parce qu'au collège, on ne manipulait pas de produits chimiques. Le professeur, une fois, a manipulé, a fait une expérience devant nous de très loin, mais on n'a jamais touché. Parce que c'était un peu compliqué de prendre le risque de nous laisser des produits chimiques sans doute, d'un point de vue pédagogique et peut-être les équipements ne le permettaient pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce premier TP m'a marqué, puisque je me suis rendu compte que dans d'autres collèges, on manipulait des produits chimiques dans les cours de chimie et qu'on ne le faisait pas dans mon collège. Et c'est là que j'ai pris conscience, peut-être qu'il y avait plusieurs mondes. Une élite à l'intérieur du même système éducatif, d'un collège à un autre, on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes professeurs, on n'a pas les mêmes programmes, alors que normalement, c'est ce qu'on appelle un programme identique pour tout le collège jusqu'au lycée. Alors c'est peut-être... Non, en fait, c'est le même programme, mais c'est simplement que le niveau est plus bas. Donc Ah, mais c'est pas logique. Mais c'est pas logique, mais le programme, il est défini, donc il est le même, hein, sauf... On est d'accord. Mais par contre, on voit bien que dans les zones d'éducation prioritaire, il y a peut-être certaines parties du programme qui vont pas faire. Ouais, mais quand tu arrives au lycée, c'est ce que dit Yanis. Hein. Et là, il arrive, il découvre... Et là, ça devient difficile pour les personnes, a priori, qui viennent de collèges, de zones prioritaires dans les lycées. Et ils partent avec un handicap. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, à mon avis, d'échecs. Je ne veux pas jeter la pierre au professeur, puisque je pense que dans son esprit, il y a un aspect pédagogique à gérer dans un premier temps, mais aussi l'aspect, on va dire, discipline, qui n'est pas simple à gérer aussi dans les collèges prioritaires. Et donc je pense qu'il a fait l'arbitrage dans ce sens-là pour des raisons aussi pratiques. Ce qui pose la question aussi des moyens pédagogiques qu'il faut mettre dans ces zones-là. Quoi qu'il en soit, au final, effectivement, je me suis senti un peu lésé au lycée. Mais paradoxalement, j'ai pris goût à la chimie puisque c'était un peu un défi pour moi et on est devenus à la fin les meilleurs en chimie avec mon ami. Comme quoi. Et oui, donc on finissait toujours le TP à l'avance et ce qu'on faisait, c'est qu'on mélangeait le reste des produits. Ça faisait des fois des choses un peu catastrophiques, mais voilà. Ouais, on s'amusait beaucoup. Vous simplement obtenir des résultats à travers les réactifs qu'on vous donnait comme ça dans le labo. L'expérimentation aléatoire en chimie, tout à fait. Mais après là, c'était peut-être ton goût du challenge qui a fait que puisque tu étais lésé, tu t'es dit je vais être le meilleur dans ces cas-là. Peut-être. Ouais, c'est ce que tu me disais d'ailleurs en tout début d'émission, c'est que très jeune, même en étant en catégorie junior, déjà tu t'intéressais à tout ce qui est sciences, etc., puisque l'engagement dans des structures associatives jeunes t'embrancher sur le côté sciences, environnement, etc. C'est peut-être ça aussi qui a fait que tu t'es dirigé vers cette... Tout à fait. Et puis j'ai un père qui est passionné de maths et de physique. Alors, quand je ne comprenais pas une chose à la maison, j'avais le droit à la leçon à la maison pendant 2 heures. Et des fois, je regrettais pas presque de poser la question parce que je savais que j'allais avoir pour 2 heures de cours à la maison en plus de ce que j'avais à l'école. Voilà. Après, la chance que peut-être avait Yanis par rapport aux autres, à tes autres camarades d'Elbeuf, c'est que tu avais une mère qui pouvait te donner des cours de français et un père qui pouvait te donner des cours en sciences. Oui. Or, ce sont les matières les plus importantes. Tout à fait. Et puis, c'est des parents qui partageaient ça parce que ma mère donnait des cours du soir aussi pour les collégiens dans le cadre de son travail. Et mon père aussi partageait un peu ses compétences en mathématiques, en physique, en donnant des cours aussi à la MJC, ouverts au public. Et du coup, ton père avait déjà compris qu'il était nécessaire de donner des cours aux autres jeunes du quartier pour pas qu'ils soient lésés durant leurs études. Tout à fait. Ils ont toujours eu un peu cet engagement-là et je pense que je l'ai attrapé aussi jeune. Donc voilà, tu as choisi le profil scientifique, seconde, donc première S, terminale S, c'est ça, on est d'accord. Hein. Bon. Même si paradoxalement, j'étais meilleur en littéraire qu'en maths. C'est-à-dire que je voulais en fait faire S parce qu'un jour, un professeur en CDI m'a dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ingénieur informatique ? Parce que je bidouillais toujours les ordinateurs au CDI. D'accord. Et que c'est moi qu'on appelait pour dépanner des fois. Et on m'a dit en fait pourquoi. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt ? Voilà, tu vois comme quoi. Mais j'adorais les livres. Il suffit que quelqu'un. Une remarque, une réflexion. Merci. Une rencontre et ça peut changer une vie. Bien sûr. Et ben on arrive à la fin de cette première partie. On se retrouve dans un instant pour les réussites de la diversité en compagnie de Yanis Khalfa, je vous le rappelle, député suppléant de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Bien sûr, c'est le suppléant de Sierra Silat. Les réussites de la diversité reviennent dans un instant sur Beurre FM.